On est un établissement ou une école en démarche de développement durable quand le projet associe à la fois les enseignements, la gestion de l'établissement, la vie scolaire et que ce projet se fait à l'aide de partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels ou des associations, etc. Avoir des éco-délégués, c'est un atout supplémentaire parce qu'un éco-délégué, bien entendu, va être partie prenante dans la démarche de l'établissement et que lorsqu'on labellise, parmi les critères de labellisation, bien entendu, quand on a des éco-délégués qui sont partie prenante du comité de pilotage, par exemple, ou qui lancent des actions, ou qui, en autonomie, proposent des projets, par exemple au sein du CVL, le comité de vie lycéenne, ou le comité de vie collégienne en collège, bien entendu, c'est un critère qui montre l'engagement de la communauté éducative. Et donc, c'est un critère supplémentaire. Et puis, la présence d'éco-délégués et le travail des éco-délégués montrent le dynamisme et la cohérence des projets dans les établissements. Et c'est un critère qui est un plus pour obtenir le label. Pour obtenir le label E3D, c'est un travail qui s'étale sur plusieurs années, la plupart du temps. On n'est pas directement dans une démarche de développement durable qui est aboutie et qui rayonne sur l'extérieur de l'établissement. Souvent, on commence de façon assez modeste. Et puis, progressivement, l'ensemble de l'établissement s'associe au premier projet et rentre dans la démarche. C'est pour ça qu'il existe 3 niveaux de labellisation. Un premier niveau qui est celui de l'engagement, où souvent peu de professeurs, peu de disciplines sont engagés. Souvent, il n'y a pas d'éco-délégués, par exemple. Il peut y avoir un comité de pilotage, mais ce comité de pilotage peut être intégré, par exemple, dans ce qu'on appelle le CESC, c'est-à-dire le comité d'éducation à la santé et à la sécurité. Ça peut être assez informel, et donc on est là dans un premier niveau. Par contre, on demande que les projets qui sont montés et qui justifient la labellisation soient bien des projets d'éducation au développement durable, c'est-à-dire qu'ils soient ancrés sur les 3 piliers du développement durable, ou peut-être aujourd'hui plutôt qu'ils s'inspirent des objectifs du développement durable, ce qu'on appelle les ODD, qui permettent d'avoir peut-être une vision plus large de ce que l'on attend du développement durable au niveau institutionnel, mondial, et puis au niveau de la société. Donc l'engagement est une première étape qui justifie une labellisation lorsque le travail qui est fait est de qualité. On obtient un label niveau 2 quand on a cette fois-ci une démarche vraiment d'établissement et que on a donc un comité de pilotage qui organise, et lorsque les éco-délégués sont intégrés au comité de pilotage, on voit bien tout de suite que l'ensemble de la communauté éducative est mobilisée. Et puis les actions se diversifient, on ne travaille plus sur une seule thématique, souvent on a plusieurs thématiques, et c'est mieux. Parfois on a des établissements qui très vite ont plusieurs thématiques de travail. Les élèves rentrent vraiment en action, ils travaillent dans les cours, ils apprennent des choses, et en même temps ils montent des projets et des actions dans lesquelles ils réinvestissent ce qu'ils ont appris, et dans lesquels ils s'engagent et ils prennent des initiatives. Et on bascule sur le niveau 3, où on passe progressivement plutôt vers le niveau 3, celui du déploiement, quand les actions qui sont mises en place deviennent remarquables, c'est-à-dire qu'elles sont transposables dans un autre établissement, qu'elles donnent envie de faire, qu'elles intègrent par exemple d'autres niveaux d'enseignement, des lycées qui travaillent avec des collèges qui travaillent avec leurs écoles de rattachement, et puis que les partenaires sont diversifiés, que les portes ouvertes sont parfois teintées effectivement de cette démarche, que des actions sont mises en place qui intègrent aussi par exemple l'intervention des parents ou de scientifiques qui viennent parler, enfin bref, des événements qui rayonnent au-delà de l'établissement et auxquels on peut inviter des gens de l'extérieur. On est labellisé lorsqu'on arrive à ce que les projets ne soient plus simplement des projets, mais que l'établissement rentre en démarche et que l'ensemble des projets s'associent dans un
comité de pilotage pour que l'ensemble de l'établissement soit engagé dans cette démarche de développement durable. Du coup, on a un certain nombre de critères qui permettent la labellisation. Il faut qu'il y ait un comité de pilotage dans l'établissement ou que ce soit inscrit au projet d'établissement. Ça peut être un axe du projet d'établissement ou de l'école. Il faut que les enseignants soient associés, les enseignements soient interpellés par cette démarche et que donc les enseignants y participent, que la vie scolaire également soit modifiée ou partenaire, enfin participante, il faut que la vie scolaire soit partie prenante du projet et donc que les élèves soient partie prenante du projet. Et puis, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une ouverture sur l'extérieur avec les partenaires. Et quand on parle de gestion de l'établissement, on parle bien entendu de tous les personnels qui travaillent dans l'établissement, et pas seulement les enseignants, et pas seulement, par exemple, ce qu'on appelle couramment la direction ou le directeur de l'école quand c'est une école. On parle bien de toutes les personnes qui travaillent dans l'établissement. Et ça met une cohérence dans ce qui se passe dans la vie scolaire qui est différente quand on est dans un établissement en démarche de développement durable. Les établissements souvent montent des projets, mettent en place des démarches dans le cadre de dispositifs variés, de qualité très souvent, par exemple dans le cadre des éco-écoles, ou on peut obtenir un label éco-école, ou éco-collège ou éco-lycée. Il a semblé à l'Éducation nationale important qu'il y ait un label Éducation nationale qui soit le label de référence, mais qui est distribué par les académies. Et donc, chaque académie met en place des modalités d'attribution du label qui sont différentes. Il existe un texte sur lequel on s'appuie pour identifier les critères d'attribution de ce label qui possède 3 niveaux. Un niveau d'engagement, un niveau d'approfondissement et un niveau de déploiement. Le plan académique de formation va être l'outil à partir duquel nous allons construire les formations dans l'Académie de Créteil, mais comme dans toutes les académies. Il s'adresse au personnel enseignant, bien évidemment, mais il s'adresse aussi au personnel de direction et au personnel d'encadrement en règle générale. Donc, dans l'Académie Créteil, nous avons inscrit des stages en direction des personnels enseignants, à la fois dans les disciplines, par exemple en histoire-géographie, en SVT, en sciences et technologies industrielles, et puis aussi dans un chapitre un peu spécifique qui s'appelle le chapitre INT, le chapitre interdisciplinaire, où là les formations prennent d'entrée le caractère que nous recherchons, c'est-à-dire un caractère de démarche de projet à mettre en place dans un cadre interdisciplinaire. Nous avons des formateurs qui ont été recrutés pour cela. Recrutés comment? Tout simplement parce que dans leur établissement, ils ont mené des démarches de projet extrêmement significatives et intéressantes. Alors intéressantes à quel titre? Tout simplement parce qu'elles contribuent beaucoup à la formation des élèves. Et c'est ça notre objectif, faire en sorte que les élèves progressent. Progressent comment? Eh bien, en acquérant des connaissances. Et puis ensuite, en analysant les données qu'ils recueillent, et puis enfin, en construisant des argumentaires. Sur quel thème? Là, il faut distinguer 2 choses. D'une part, les actions d'éducation-développement durable, et d'autre part, les démarches globales d'éducation-développement durable. Des actions, il y en a beaucoup dans les établissements de l'Académie de Créteil, comme dans les autres académies, ni plus ni moins. On a beaucoup d'établissements qui mettent en place le tri des déchets, qui s'interrogent sur le recyclage des papiers, qui regardent les consommations d'énergie. Je prends ce qui est le plus fréquent. Et puis vient un moment où on multiplie ces actions, on se dit, mais finalement, pourquoi ne pas réfléchir globalement au fonctionnement du collège, au fonctionnement de l'école, c'est tout aussi valable dans le primaire, ou au fonctionnement du lycée. Et là, on entre dans une autre démarche. On a une démarche globale qui interroge le fonctionnement de l'établissement en prenant pied et en prenant appui sur les disciplines, et puis en travaillant en partenariat, en travaillant avec la collectivité territoriale. Alors pour les collèges, c'est le département, pour les lycées, c'est bien sûr l'instance régionale. On a d'excellents rapports de travail avec la région comme avec les départements qui apportent leurs expertises, leur aide à la mise en œuvre des projets.
Et finalement, lorsque ces projets prennent un petit peu d'ampleur, s'installent un peu dans le temps, conduisent aux appropriations que l'on recherche chez les élèves, et derrière tout cela, il y a une dimension d'engagement qui est travaillée dans le cadre, par exemple, de l'éducation morale et civique. Enfin, vous voyez que les liens avec les disciplines sont très importants. À ce moment-là, les établissements peuvent candidater à la labellisation nationale établissement démarche de développement durable. Le développement durable, c'est bien sûr une dimension environnementale, une dimension économique, mais aussi une dimension sociale, sociétale. Alors, si on dit on essaye de mettre en place des démarches globales d'éducation-développement durable dans les lycées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les élèves, les professeurs vont travailler sur chacune de ces dimensions. Si on veut qu'une démarche globale d'éducation-développement durable soit construite, et soit construite dans le temps, ce qui est toujours un petit peu compliqué, il nous faut bien ces trois grandes dimensions, travaillées, réfléchies, argumentées par les élèves, et il faut que ça amène à des changements dans le fonctionnement de l'établissement. Parce que l'établissement s'inscrit dans un territoire local, un territoire plus vaste, dans lequel il doit jouer un rôle et qu'il doit connaître. Donc, finalement, on ne peut pas dire construisant une démarche globale d'éducation-développement durable avec simplement une seule thématique environnementale. Il nous faut les deux autres. Alors évidemment, l'intérêt, c'est que, au fur et à mesure des années, les axes, les trois grands axes, soient mieux repris, pérennisés et inscrits, bien évidemment, dans une diffusion de plus en plus large. On est assez content, puisqu'on y parvient de plus en plus. Alors, je voudrais juste vous donner une indication. Il y a encore 6-7 ans, quand on parlait de développement durable, nos interlocuteurs traduisaient « sauvons la planète », préservons l'environnement. Aujourd'hui, on l'entend encore, bien évidemment, mais on l'entend beaucoup moins. On se pose davantage la question du développement, et du développement durable, de manière à ce que les choses s'améliorent dans le fonctionnement de la communauté scolaire, dans le fonctionnement de l'établissement. Et c'est sans doute de voir les élèves s'engager, de voir les élèves se construire intellectuellement, parce qu'ils mobilisent des connaissances et des outils d'analyse rigoureux, scientifiques, c'est sans doute là l'intérêt le plus fort pour nous que de contribuer à cette construction intellectuelle des élèves. Et très honnêtement, il y a quelque chose qui est profondément, j'ai quelques années de travail dans l'éducation nationale, il y a quelque chose qui est profondément satisfaisant et qui m'émeut à chaque fois. C'est de voir des élèves, des groupes d'élèves, des classes se construire intellectuellement grâce à ce levier de l'éducation-développement durable. Et ça, c'est magnifique. En fait, on peut travailler le DD sur le temps scolaire, donc en lycée professionnel, sur l'enseignement professionnel pratique, on met en place des actions EDD quasiment dans toutes les filières. On est amené à travailler en faisant des projets, on a même en classe de CAP ce qu'on appelle le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel, où là, on a finalement un espace-temps dans lequel les professeurs et les élèves peuvent travailler sur des projets, pourquoi pas de développement durable. Et puis on peut travailler aussi en équipe. On peut avoir un professeur d'art plastique, un professeur de LED, d'histoire-géographie, de SVT, de maths sciences. Le travail d'équipe est même au contraire un travail préconisé. Il apporte beaucoup plus aux élèves. Et on peut être aussi dans une démarche où un groupe d'élèves ou une classe vont mettre en place un certain nombre de choses et ensuite vont les transmettre à d'autres classes. Donc là, on a aussi un travail de transmission vis-à-vis des pairs, qui est intéressant et riche pour les élèves. Donc le dispositif lycée éco-responsable, c'est un dispositif qui a vocation à aider les projets d'établissement et de les aider sur le volet du développement durable. Nous, on va apporter une aide logistique, méthodologique et aussi technique, puisqu'il y a certains projets qui vont nécessiter de mettre en place des équipements, de créer des installations différentes. À savoir que la région
travaille avec des agents, il y a des agents dans les établissements en fait, et toute collectivité a des agents dans les établissements scolaires. Et l'idée, c'est de changer un petit peu les pratiques, de pouvoir aller vers des pratiques un peu plus éco-responsables. Sur l'entretien des locaux, par exemple, on peut utiliser des produits labellisés. Sur tout ce qui est restauration scolaire, on peut travailler avec les circuits courts, faire travailler justement les agriculteurs d'Île-de-France et éventuellement du bio aussi, acheter du bio directement pour les cantines. Donc l'idée, c'est effectivement d'aller vers un changement de comportement de toute la communauté scolaire. Donc on va travailler à la fois avec l'administration, avec les professeurs, les éco-délégués qui vont être mobilisés. C'est eux aussi qui vont participer au plan de communication et de plan de sensibilisation. C'est eux qui vont mettre un peu en marche tout ça, puisque l'idée, c'est aussi de faire de la sensibilisation de pair à pair. C'est là où ça fonctionne le mieux, quand des élèves expliquent aux autres élèves ce qu'il faut mettre en place. Donc on a développé à travers ce dispositif-là, pour les agents, tout un tas de formations avec le CNFPT. Et donc ils ont accès, pour chaque thématique, en fait, à une formation adaptée sur des nouvelles méthodologies de travail. Tous les agents peuvent bénéficier d'une formation. Ça fait partie effectivement de leur cursus pour évoluer. On a certains agents qui vont être référents et éco-responsables au sein de l'établissement et qui donc vont enseigner aux autres les bonnes pratiques. Et il est essentiel effectivement que ces agents aillent en formation. Et ils ont accès aux formations gratuitement du CNFPT. Les nouvelles techniques alternatives de gestion des espaces verts, c'est quelque chose qui est mis en place et qui est obligatoire au niveau réglementaire depuis 2016, à savoir qu'on ne doit plus utiliser du tout de produits phytosanitaires sur les espaces verts, et à savoir qu'il y a des nouvelles méthodes à mettre en place, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle un plan de gestion différencié. On va plus tondre tout le temps, en fait, mais on va laisser la biodiversité se développer. Les espèces faune et flore en fait vont pouvoir se développer comme elles souhaitent, et par contre on va faire, au lieu de faire des tondes toutes les semaines qui sont très chronophages pour les agents qui avaient en charge ces espaces verts, on va plutôt privilégier une fauche tardive en fait quand les élèves ne sont plus là, fin juin, juillet, ce qui permet en fait d'avoir par exemple une prairie fleurie pendant une bonne partie de la scolarité des élèves. Ils peuvent profiter de ces fleurs. Forcément, ça va bénéficier aussi aux abeilles. Et toute la faune et la flore, en fait, vont pouvoir être observées aussi par les élèves. Donc, il y a un double intérêt, c'est-à-dire qu'il va y avoir un intérêt pour les agents qui vont être moins sollicités sur les espaces verts et du coup vont pouvoir aider, par exemple, au jardin urbain et potager, aider le corps enseignant à mettre en place justement ces jardins urbains. Donc il y a un intérêt pour les agents, il y a un intérêt également pour le gestionnaire qui va pouvoir avoir un agent qui va pouvoir s'occuper de la maintenance plutôt que d'aller tondre la pelouse. Voilà, c'est un intérêt très pratique. Et puis il y a un intérêt aussi voilà, en termes de santé humaine, bien entendu, puisque quand on fait la gestion zéro phyto, ça veut dire que concrètement, il y a beaucoup moins de risques pour la santé de toute la communauté scolaire. Donc si un agent veut être référent sur un établissement justement de ces nouvelles méthodes, de ces nouvelles techniques plus durables, en fait il peut demander en fin d'année, lors des entretiens d'évaluation, il peut demander à avoir une formation. Formation sur la gestion des espaces verts en zéro phyto, sur les nouvelles techniques d'entretien pour les locaux ou sur le parcours métier des cuisiniers pour pouvoir travailler en circuit court et sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est tout à fait faisable, il suffit pour l'agent en fait de signaler qu'il souhaite évoluer sur ces techniques de travail et de faire la demande auprès du gestionnaire et du proviseur à la fin de l'année en fait lorsqu'il est évalué par sa hiérarchie. La mise en place des éco-délégués dans les établissements scolaires concrétise leur volonté d'associer l'ensemble des apprenants à la démarche. Donc c'est nécessaire d'apporter une légitimité en les formant. Et la formation des éco-délégués va permettre d'engager une réflexion sur leur rôle et leur mission, va aussi permettre d'accroître leurs connaissances en termes d'enjeux environnementaux et socio-économiques liés au développement durable. Et ça va aussi leur permettre d'émettre des propositions qui pourront être mises en place dans les établissements.